Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au Hub des Territoires. Il y a des jours comme ça ne veut pas, donc aujourd'hui ça ne voulait pas. Moi personnellement j'ai eu un gros problème de transport et maintenant un problème technique, mais tout va mieux. Donc bienvenue dans l'espace d'échange et de développement de la Banque des Territoires. Je suis Blandine Calcio-Godino, je suis responsable du pôle écosystème et développement de la Banque des Territoires. Nous sommes donc ravis de vous accueillir aujourd'hui au Hub des Territoires avec mon équipe, vous, adhérents de l'Association nationale des élus de bassin, mais également tous ceux qui s'intéressent au sujet de l'eau. Nous sommes en effet ici avec l'ANEB et son nouveau président, M. Forel, pour cet événement autour du sujet essentiel de la gouvernance de l'eau. Vous êtes, l'ANEB, presque des habitués de ce lieu, en tout cas déjà venus à quelques reprises et nous espérons que vous allez le devenir avec ce premier événement ensemble aujourd'hui. Vous êtes aussi l'un de nos partenaires clés sur le sujet de l'eau depuis 2020 et notamment sur le sujet de la cartographie de la gouvernance de l'eau dans les territoires qui aboutit à ce qui va être présenté aujourd'hui. Donc avant toute chose, quelques mots rapides bien sûr, parce qu'on a pris un peu de retard sur le Hub des Territoires. C'est un lieu qui est donc résolument tourné vers l'externe, qui est tourné vers nos partenaires, qu'ils soient publics, privés, institutionnels, associatifs, qui est accessible de tout le territoire, puisqu'à la fois ici en physique mais également en digital, et qui incarne la stratégie écosystème de la Banque des Territoires. Nous avons une programmation qui est variée avec un certain nombre de formats, d'événements, d'ateliers, de retours d'expérience qui nous permettent d'inspirer, de rassembler, de concrétiser également des projets et bien sûr de rapprocher l'innovation des territoires. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons également ici des startups en résidence, donc qui sont dans nos locaux, et notamment, par exemple, une startup qui s'appelle Soilize et qui travaille sur le sujet de la séquestration carbone. Depuis 1 an et demi, nous avons organisé plus de 100 événements, avec plus de 400 intervenants et plus de 6000 participants. Une programmation donc très variée qui touche à la fois les sujets de l'habitat, de la santé, de l'éducation et bien sûr le sujet de l'eau. Nous avions eu un événement de rentrée fin août sur les données au service de la gestion de l'eau, un autre en octobre, un regard croisé sur le défi de la gestion de l'eau contre les risques de sécheresse. Vous pourrez retrouver tous ces événements directement en ligne au travers des replays et donc vous verrez l'adresse qui s'affiche dans le chat. Vous pourrez également avoir accès à notre programmation et vous inscrire à notre newsletter. Aujourd'hui, donc, le sujet, c'est celui de la gouvernance liée à l'eau, comment ensemble mieux organiser la gestion de la ressource en eau, éviter les conflits d'usage, répondre aux enjeux liés au changement climatique. Une gouvernance qui est certes complexe puisque contrairement à d'autres pays, comme vous le savez très bien, elle se superpose à la gouvernance administrative, également complexe par le nombre de compétences et d'expertises que la gestion de l'eau doit mobiliser. C'est pourquoi les travaux de l'ANEM sur ce sujet sont clés. La réalisation d'un état des lieux des compétences et des missions des collectivités locales sur l'eau et la création d'une première cartographie des compétences. Pour la Banque des Territoires, vraiment sur ce sujet de cartographie et de diffusion de ces informations au plus grand nombre est un vrai enjeu. C'est pourquoi nous allons travailler à présent à la fois sur la diffusion de ces travaux, accompagner la diffusion de ces travaux, également la diffusion des recommandations du livre bleu qui seront dévoilées aujourd'hui, parce que donc pour nous, il y a un vrai enjeu d'acculturation, de sensibilisation, d'accompagnement des élus sur ce sujet. Également, dans le cadre de notre partenariat, nous allons continuer à accompagner les travaux de l'ANEP sur le volet de la gouvernance, et plus particulièrement l'Observatoire national de la gestion par bassin, qui est en cours de création, et en synergie avec d'autres partenaires, donc avec l'ANEM, mais également avec le BRGM, nous souhaitons travailler sur la création d'une cartographie à la maille des EPTB, avec un certain nombre d'indicateurs clés, donc indicateurs sur la gouvernance, mais également sur la disponibilité et la qualité de la ressource en eau, sur les prélèvements effectués, pour que nous puissions, avec nos partenaires, partager en fait une vision de l'état de la ressource dans les territoires, et également que les collectivités puissent bénéficier de ces indicateurs moyennés et disposer de points de comparaison. Sans plus attendre, je laisse évidemment la parole au président de l'ANEB.
Bien, merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Je remercie la Banque des Territoires pour cette initiative et ce lieu qui permet de faire avancer les questions qui se posent nombreuses sur les territoires et tout particulièrement celle de l'eau qui nous passionne à l'Association nationale des élus de bassin, une association d'élus qui réunit tous les élus qui ont donc du parlementaire jusqu'au conseil municipal d'une certaine manière, tous les élus qui ont comme préoccupation la gestion de l'eau sur les territoires. Parce que l'eau est un problème très global et en même temps un problème très local. Et c'est sûrement la question qu'on doit se poser, comment arriver à faire ce lien. Et l'Association nationale des élus de bassin tente de travailler pour réunir la parole de tous ces élus de terrain et pour permettre aux élus nationaux, aux décisions nationales, d'aller dans le sens de cette gestion par bassin qui, on peut le dire, est non seulement notre credo permanent, mais presque notre raison d'exister, ce que nous défendons avec force, tant il est essentiel de comprendre que l'eau se gère correctement dès lors qu'on est capable d'unir les enjeux globaux aux enjeux les plus locaux. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors c'est une association qui existe depuis de nombreuses années, qui travaille évidemment en partenariat avec les associations d'élus et toutes sortes d'acteurs publics et qui tente de réunir à travers donc des collèges, alors des pages de PTB, des noms un tout petit peu sophistiqués qui peut-être ont lieu à devoir évoluer, mais qui s'organise par collège pour régulièrement apporter son soutien à la fois au terrain, partage d'expérience, structuration, action que l'on peut mener, et en même temps porter cette parole des élus de terrain vers le niveau national pour que les décisions, le cadre juridique, les moyens aussi, les questions de financement soient abordées et qu'on ait la possibilité de se mettre en marche, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut réellement se mettre en marche sur les enjeux qui sont liés à cet élément qui nous est fondamental, essentiel, l'eau. Voilà, je pense que disant ça, parce que mes collègues ici présents se retrouvent, en tout cas, je l'espère, dans cette présentation. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire comme d'habitude où je me mets pas au milieu et où après on me dit qu'on me voit pas. Pardon. Audrey Charlot, et du coup je suis responsable de l'animation des écosystèmes et des partenariats. Je travaille dans l'équipe de Blandine et je fais juste un court passage pour vous annoncer les intervenants du coup de ce premier temps de conférence. Donc j'appelle à me rejoindre sur scène Catherine Grémillet, la directrice de l'ANEB. Bernard Barak, qui est directeur de recherche. Baraké, pardon, excusez-moi, avec les majuscules, on perd les accents. Directeur de recherche émérite au CNRS, Patrick Legnaud, consultant et chercheur indépendant en gestion concertée de l'eau au Tinga, et Adrien Serre, conseiller au secteur public chez Grand Orto. Et je vais vous laisser la parole pour ce temps d'échange autour du lancement de l'Observatoire et puis des préconisations et du détail de ce qui est préconisé dans le livre bleu. Merci. Donc, en quelques diapos, vous présentez juste l'objectif de cet observatoire et où en est son développement. Comme ça a été dit en introduction, un certain nombre de choses ont déjà été faites, mais on va dire, les travaux les plus longs restent encore à faire. Et on va vous montrer à la fois ce qu'on a développé et ce qu'on voudrait développer, et puis lancer deux grands chantiers sur le suivi et évaluation de la politique par bassin, notamment en termes de gouvernance et de financement. Alors, juste, donc du coup, les objectifs de cet observatoire.
Donc à la fois, c'est d'informer sur l'organisation par bassin en France. On a constaté qu'il y avait très peu de lieux d'information sur ce qu'elle était aujourd'hui. Donc quand on dit par bassin, c'est bien sûr les grands bassins, donc les périmètres des agences de l'eau, mais aussi et surtout, ce qu'on veut montrer, c'est l'organisation aux échelles infra, donc des fleuves et des sous-bassins, donc des établissements publics territoriaux de bassin, des EPAGE, établissements publics d'aménagement, gestion de l'eau et des syndicats de bassin versant. Donc de communiquer sur les caractéristiques de ces syndicats, qui sont-ils, qu'est-ce qu'ils font, et de construire, comme je viens de le dire, les éléments de réflexion pour une organisation plus efficace, avec un certain nombre d'indicateurs. Donc on a mis en place un centre de ressources sur notre site qui permet aujourd'hui déjà d'afficher un certain nombre de travaux qui va se développer. Pour l'instant, on est sous une forme un peu statique. On le montrera plus tard, mais l'objectif, c'est d'avoir des informations dynamiques et de pouvoir récupérer les données liées à cet observatoire. Donc aujourd'hui, on a essentiellement travaillé sur la cartographie des EPTB et des EPAGE. Donc on est l'endroit unique où on trouve ces éléments à la fois de périmètre et d'identification des présidents, directeurs, et on est en train de finaliser la récupération de données clés, d'informations clés, et qu'on poursuivra par les informations sur les membres de ces structures et par les compétences portées par chacune de ces structures. Donc énormément de travail, il y a tout un travail aussi de méthodologie qu'on développe, qui n'est pas encore abouti non plus, puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de lieu unique où on va aller chercher les informations. Donc aujourd'hui on n'est que sur les EPTB et EPAGE. Quand on commence à vouloir aussi récupérer les structures porteuses des schémas d'aménagement de gestion de l'eau, des plans d'aménagement de prévention des inondations. Et là c'est encore plus complexe puisque c'est beaucoup de structures et pas de lieu de centralisation, puisque les services de l'État et les agences de l'eau ne le font pas, donc, ou de manière très ponctuelle, très thématique, et pas de la même manière, en fonction des régions et des bassins. Voilà, pour finir, ce que je vous disais, l'idée c'est aussi de pouvoir avoir des informations dynamiques, c'est-à-dire que quand vous pourrez aller sur des territoires ou faire des recherches thématiques pour savoir qui fait quoi sur le territoire et quelles sont les missions de chacun. Sur les perspectives, j'en ai déjà parlé, donc développer cet observatoire et à terme l'accessibilité de l'ensemble des données, bien sûr, sur ces questions de gouvernance et de financement. Donc l'objectif aussi de l'observatoire, c'est d'engager des travaux sur le suivi et évaluation, je viens d'en parler, et aujourd'hui on a 2 personnes qui vont nous présenter des réflexions sur les indicateurs de gouvernance, et ensuite on travaillera sur le lancement des travaux sur les indicateurs d'évaluation du financement. Je vous laisse la parole, Monsieur Baraquet, Monsieur Legnaud. Donc, excusez-nous, mais voilà ce qu'on a voulu faire. On a pris votre livre bleu, toutes les propositions, et on a regardé en quoi elles correspondaient éventuellement aux 12 principes de gouvernance de l'OCDE, tels qu'ils ont été mis en place il y a quelques années, notamment avec Pierre-Alain Roche et d'autres gens, et puis aux 8 principes de bonne gouvernance de l'eau en commun, tels que définis par Elinor Ostrom, la Nobel d'économie de 2009. Voilà. Et puis après, par ailleurs, on a relu notre article qu'on a publié aux autorités internationales dans un numéro sponsorisé par l'OCDE, pour dire en France, on en est où pour la performance de la gouvernance. Ce n'était pas facile à faire, mais en le relisant, on a trouvé des choses qui vous intéressent et on va vous les présenter. Bien, donc sur ces premiers transparents, très rapidement, on a fait une première liste d'indicateurs possibles, mais c'est vraiment un premier jet. Donc, il ne faut pas s'arrêter sur cette liste-là pour commencer. Je vais juste citer quelques exemples. Alors, vous avez dans la colonne de gauche les propositions que
soit vous connaissez tous, soit d'ici peu vous les connaîtrez sur du livre bleu. La première, de créer sur tout le bassin, sur tout le territoire national, ce qu'on a appelé des bassins hydrographiques de planification à la NEB, et qui sont donc ces délimitations territoriales qu'on appelle des fois des sous-bassins en France par rapport aux grands bassins, et qui, selon les endroits du territoire, selon les districts hydrographiques, sont délimités ou ne le sont pas. Et donc l'indicateur qui est assez évident, c'est quel est le pourcentage du territoire national qui est effectivement couvert par des espaces délimités de cette façon claire et précise proposée par le livre bleu. Un autre principe, une autre proposition du livre bleu, la 4 par exemple, ce qu'on a appelé la subsidiarité ascendante, c'est-à-dire que les responsables au niveau local des clés, des structures porteuses au niveau des sages, devraient avoir une place plus importante dans les instances de gouvernance à l'échelle des districts, donc dans les comités de bassin et dans le processus d'élaboration des SDAGE. Comment cela se passe dans la pratique? Donc 2 indicateurs, le nombre d'assemblées permanentes des présidents de clés qui sont créés, puisqu'il y a une proposition dans le livre bleu de créer des assemblées permanentes, et puis le nombre de présidents de clés qui siègent de fait dans les comités de bassin et dans ces commissions dans les différents districts hydrographiques. Donc c'est des exemples d'indicateurs qu'il faut développer ensemble pour voir comment les choses qu'on propose vont pouvoir avancer. Le deuxième axe du livre bleu sur les établissements publics de bassin pour porter la maîtrise d'ouvrage publique au niveau local. On a pensé également un certain nombre d'indicateurs. Donc là, je vais passer rapidement là-dessus aussi. Peut-être un seul exemple sur la proposition 9 sur l'élaboration des PEC, qui est comme un outil de renforcement de la maîtrise d'ouvrage public local. Bon, combien de PEC sont effectivement approuvés ou en préparation? C'est un indicateur très simple qui permet de suivre l'avancée de ces propositions. Sur le troisième axe, les financements, là aussi, je vais prendre l'exemple de la proposition 13, des propositions de ressources pérennes et équitables pour l'ingénierie de planification et de coordination à l'échelle des EPB, établissements publics de bassin. Et donc, des exemples d'indicateurs auxquels on a pensé, c'était le pourcentage de financement pérenne par rapport aux frais de fonctionnement liés aux missions statutaires de ces établissements, qui permet de savoir simplement où on en est par rapport aux missions qu'on est censé remplir, et en termes de ressources pérennes, est-ce qu'on le compte y est ou n'y est pas. Et peut-être si on voit année après année l'évolution de ces indicateurs, on aura des informations et peut-être des moyens de communication aussi qui peuvent nous permettre d'avoir un panorama. Je passe rapidement maintenant à ce que disait Bernard Baraquet, puisque vous avez bien compris qu'il s'agit d'indicateurs de gouvernance. On ne parle pas d'indicateurs du milieu. On ne s'intéresse pas à savoir ici si les eaux sont de bonne qualité ou ne le sont pas, mais on s'intéresse à savoir si la gouvernance qui s'occupe de ces eaux est de bonne qualité, entre guillemets, ou ne l'est pas, par rapport aux propositions politiques qui sont portées par la NEB. Et donc, pour travailler sur la gouvernance, on a pris comme référence des expériences plutôt internationales, ici avec l'OCDE, qui a travaillé depuis une dizaine d'années avec 70 pays sur des indicateurs de gouvernance de l'eau. Et l'intérêt du travail de l'OCDE, c'est de voir que ce qui marche, ce n'est pas la même chose selon les contextes. Dans un pays, dans un continent, dans un autre, à un moment, à un autre, ce n'est pas la même chose. Et donc, toute une réflexion sur des indicateurs qui permet de savoir, dans des contextes différents, le type de gouvernance qui est mis en place et quels sont les principes qui font que ça marche ou que ça ne marche pas. Donc, dans les 12 principes, je vais en citer un qui est intéressant ici de l'OCDE, qui est le 5, qui est basé sur les données et l'information. Et je les trouve intéressants parce que c'est vrai que dans le livre bleu, c'est quelque chose qui n'apparaît pas en premier plan. Et donc, le fait de recourir effectivement à des expériences comme ça internationales, ça peut attirer l'attention en disant la gestion des données, on sait que l'ensemble des EPTB travaillent sur la base de données, se posent des questions en termes de gestion de données, et comment on peut par rapport à ça penser aussi en termes de gouvernance à cet aspect-là. C'est un simple exemple pour vous montrer comment cette réflexion peut ouvrir aussi à des choses nouvelles. Dernier transparent, et puis je laisserai la place à Bernard, c'est les principes d'Elinor Ostrom pour la conception de systèmes de gestion des ressources naturelles en bien commun. Donc c'est une approche qui est plus académique au niveau d'Elinor Ostrom, sur la base d'une observation, là aussi internationale, sur les 5 continents, de plusieurs milliers de cas d'organisation locale, de gestion de biens communs
par les acteurs du terrain. Donc c'est quelque chose qui permet de déterminer dans ces contextes différents quels sont finalement les principes de conception qui font que les systèmes de gouvernance fonctionnent bien sur le long terme ou non. Et donc, c'est des principes qui se recoupent beaucoup avec ceux du livre bleu, dans la mesure où le livre bleu, l'eau en commun, il s'est également inspiré de cette expérience de la gestion locale et concertée. Il est ancré sur ces mêmes principes de la gouvernance d'Elinor Ostrom. Et on voit là, au niveau des principes, qu'il y a des principes qui se recoupent beaucoup. Donc là, avec à gauche, les principes d'Elinor Ostrom, de 1 à 8, et puis les 3 axes et les 15 propositions du livre bleu dans les colonnes à droite. Le 8e principe d'Elinor Ostrom, il dit que c'est très bien de gérer un bien commun à l'échelle locale par la communauté qui est directement concernée, mais que dans le cas de l'eau, par exemple, on a des structures qui sont imbriquées entre des sous-bassins, des sous-sous-bassins, des affluents. Et donc, en termes de gouvernance, quels sont les mécanismes qui existent, qui permettent de faire circuler à la fois l'information, le pouvoir, la discussion entre ces différentes échelles géographiques. Et là, vous pouvez voir qu'on a coché toutes les cases au niveau du livre bleu, puisque c'est une des questions fondamentales du livre bleu, sur lesquelles on se dit comment est-ce qu'on peut politiquement assurer un fonctionnement de ces différentes échelles entre lesquelles on a besoin d'avoir une certaine possibilité de prise de décision, mais en prenant en compte les échelles infra et supra à chaque fois. Je m'arrête là pour vous livrer les débuts de notre réflexion. Je vous remercie. Alors, je reste sur ce slide un instant, parce que, en fait, la slide 8, elle correspond quand même, pour nous, à ce qui dépasse le travail d'Elinor Ostrom. Elinor Ostrom avait essentiellement travaillé sur la gestion en commun à des échelles très petites, donc où on réunit très peu de personnes qui, au lieu de se battre entre eux, d'afficher leur rivalité, de lutter les uns contre les autres, décident de coopérer. Et elle démontre que cette façon de faire aboutit à des résultats supérieurs et plus durables que soit la résolution des rivalités par le marché ou par l'État. Je crois que c'est vraiment important parce que la tragédie des biens communs de Gareth Hardin a été, à juste titre, très critiqué en disant ça n'offre que 2 alternatives, soit c'est l'arbitraire de l'État, soit c'est le marché. Et aux États-Unis, évidemment, tout le monde va vers le marché, alors que vous diriez en Union soviétique ou en Chine, on va plutôt vers l'État. Mais nous, on dit non, non, non. En bien commun, les usagers dans leur diversité se réunissent et s'auto-contraignent à des comportements compatibles les uns avec les autres pour une gestion durable. Mais, par contre, c'est sûr que quand on a des, je sais pas, bassin Seine-Normandie, 16 millions d'habitants, comment on fait? On est obligé d'avoir des processus de représentation. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'avoir des systèmes emboîtés. Parce que forcément, il y a des... Bon. Et donc, nous, la France, on est en parfaite illustration. On s'est bien rendu compte que avoir seulement les 6 agences de l'eau et les 6 districts hydrographiques n'était pas du tout suffisant. Et ça, d'autant plus que l'État n'a pas voulu donner la maîtrise d'ouvrage aux agences de l'eau. Alors que les EPB, normalement, l'ont ou peuvent l'avoir. S'ils veulent l'apprendre. Voilà. Donc, en fait, et ça s'associe avec le 7e principe. Notre problème, un de nos problèmes, et vous avez parlé du plafond mordant, je vous ai bien entendu, hein, c'est que la reconnaissance et la bienveillance de la tutelle n'existent pas. L'État, en France, est beaucoup plus dans la défiance vis-à-vis des formes d'organisation par bassin, à quelque échelle qu'elle soit. Et d'ailleurs, comme il y a plafond mordant, ça se répercute. Moi, je vous dis, dans l'enquête qu'on a faite il y a 2 ans, on voit bien que la plupart des établissements de bassin avaient plutôt des critiques à faire sur leur agence de l'eau qui ne serait pas assez bienveillante, en quelque sorte, pas assez dans le soutien. Voilà. Passe la dernière, si tu veux. Donc, je résume. Hein. Y a pas non, mais là, on n'a pas eu le temps. C'était juste pour dire, c'est une conclusion pour les suites à donner. Les suites à donner, c'est... On peut relire encore notre... Moi, en relisant l'article qu'on a co-signé avec Patrick et Rémi Barbier de l'ANGES à Strasbourg, on a trouvé 16 domaines qui concernent précisément les EPB et qui pourraient faire l'objet, si on travaille bien, d'indicateurs d'évaluation. Mais j'ai 2 choses à ajouter. D'une part, il faut bien voir que si on met en place une batterie d'indicateurs d'évaluation, ça va vous permettre, d'une part, de vérifier vos spécificités, parce que tous les EPB ne font pas les mêmes choses, mais en même temps, là où vous faites des choses en commun,
de vous comparer, de faire du benchmarking entre vous, hein, de vous confronter, de discuter, d'avoir des progressions de connaissances. D'accord? Et puis, l'autre chose qu'on a dit, et j'en parlais avec madame qui représente l'établissement public de la Meuse, ben, ce serait bien que la plupart des EPB aient aussi des contacts avec des établissements de bassin symétriques dans d'autres pays pour voir comment les cultures politiques différentes peuvent se traduire différemment, etc. Bon. Et puis évidemment, groupe de travail à partir de maintenant. Moi, personnellement, je ne vois pas comment on peut continuer à travailler là-dessus sans associer des gens qui seraient intéressés, s'ils veulent bien, à l'IGEDD, à l'Office international de l'eau, n'est-ce pas, puisqu'ils sont la gentillesse, Éric Tardieu a la gentillesse de venir nous voir. Donc voilà, et puis des scientifiques, etc. Bon, nous dans l'article qu'on a écrit, on a bien vu qu'il y avait plein de domaines où on manquait d'indicateurs, et d'une certaine manière, pour les ressources, on est moins bien que pour ce qui nous permet d'évaluer la qualité de la gestion, de la gouvernance des services publics d'eau et d'assainissement entre CISPA, RPQS, etc. Il y a quand même des indicateurs assez nombreux qui permettent de bien évaluer, et on a besoin de ça pour les EPP. Je vous remercie. Merci, je suis désolée pour la dernière diapo. On la ajoutera dans le PowerPoint qui sera transmis. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai dû couper trop vite. Je vous propose de passer à la séquence après, puis on aura peut-être un temps de questions-réponses après le second volet sur les financements. On se laisse combien de temps, puisque je crois que c'est... On a 10 minutes maxi sur cette partie-là. Juste pour vous préciser que... donc je les passe très très rapidement, les différentes diapos. Donc en fait, on a fait un bilan financier des EPTB et des EPAGE l'année dernière, hein, qui a été finalisé l'année dernière. Pas sur tous les EPTB et EPAGE, les quasi, et qu'on avait fait avec Partenaires Finances Locales. Et donc, il y avait donné un certain nombre d'éléments sur les dépenses de fonctionnement et d'investissement, sur les recettes, de la même manière, de dépenses d'investissement et de fonctionnement, des analyses des participations dans les différentes structures, et puis un certain nombre d'éléments sur l'épargne, les dépenses, on en a parlé, sur l'investissement et sur l'encours de dette. Donc aujourd'hui, on est sur des questions de poursuite de ces travaux. Donc déjà, je pense qu'il y aura une mise à jour de cet état financier à faire avec l'ensemble des EPTB et EPAGE et avec des éléments complémentaires qu'on est en train de réunir. On en parlait tout à l'heure. Notamment, on a besoin en particulier d'avoir la liste des membres de l'ensemble des EPTB et des EPAGE et des contributions respectives des uns des autres, des régions, des départements, des intercommunalités dans les établissements pour aller plus loin dans l'analyse financière des établissements, puisque ces données-là, on ne peut pas les récupérer de manière générique sur le plan national. Il faut aller les chercher établissement par établissement. Il n'y a pas de centralisation aujourd'hui qui existe. Je laisse la parole à Adrien Serre, qui va se présenter et puis nous dire où est-ce qu'on en est de ces questionnements sur la suite. Merci Catherine, merci à l'ANEM et puis merci au Web des Territoires de l'invitation aujourd'hui. Alors, je me présenterai très rapidement. Moi, je suis Adrien Serre, je suis senior manager chez Grant Thornton au conseil au secteur public territorial. Ça fait un petit moment que je travaille avec l'ANEB et puis avec parfois certains d'entre vous. Je retiens quelques sujets depuis les interventions de ce matin de M. Molossi, puis aussi cette recherche des indicateurs. Forcément, en tant que professionnel du chiffre, je suis très attaché aux lettres, mais c'est vrai que les chiffres me passionnent aussi parce que parfois ils font apparaître des conclusions qui, une fois qu'on va un peu plus loin sur la construction du chiffre, sont inversées. Donc il faut toujours avoir une attention particulière à ça. Et j'ai retenu hétérogénéité. Alors, ce bilan réalisé pour le compte de l'ANEB est extrêmement révélateur de ce point de vue-là et ça envoie forcément aussi à la question de l'adaptation de la norme. Il y a une hétérogénéité, il y a à peu près autant de cas possibles de PTB ou d'EPAGE sur ce qu'on a analysé que de cas individuels. En plus, ce diagnostic qui avait été réalisé, ce bilan financier, avait été réalisé, vous voyez les dates, en pleine croissance, installation et croissance de la taxe GEMAPI, qui n'est pas le seul moyen de financement de ces structures.
et également dans un contexte contraint aussi pour les collectivités. J'ai aussi dans la question des indicateurs qui forcément est extrêmement importante d'un point de vue financier, j'ai noté dans les pistes que vous avez envoyées par rapport aux indicateurs déjà tenus par l'OCDE et proposés par Elinor, c'est monsieur ou c'est madame ? C'est madame. C'est bien ce que je pensais. Elinor Ostrom, on a les critères d'autonomie financière et de pérennité des financements. Et ça, pour le coup, c'est un sujet stratégique. Je me souviens de M. Forel pendant le congrès de la NEB, il y a maintenant un peu plus d'1 an, qui m'a traqué la question de l'autonomie et des financements. On revient sur cette question-là. Alors, on y revient dans un contexte particulier qui est presque encore plus compliqué que le mandat précédent. Aujourd'hui, on a un pacte de confiance proposé par l'État aux collectivités. Le président de l'AMF a déjà parlé de pacte de défiance. Donc, vous voyez, on a déjà une différence d'approche profonde entre la proposition faite par l'État et la réception faite par les collectivités. Et les EPTB et PAGE sont aujourd'hui positionnés en second rang. C'est-à-dire que n'étant pas bénéficiaires directement d'un financement au titre de la GEMAPI, ils l'ont pour partie, et en fonction de l'organisation institutionnelle et des transferts de compétences, ils en ont des retombées, du ruissellement. Il faut se poser la question, en effet, face aux volontés, au plan de l'eau auquel vous êtes associés, on peut donner une feuille de route aux EPTB et aux EPAGE, mais de façon très mécanique, quels sont les moyens qu'on attribue. Là, aujourd'hui, le diagnostic qui est proposé est uniquement cantonné aux budgets principaux des structures. Je crois qu'on en avait... Enfin, à l'époque, le cabinet, je crois, a un panel de l'ordre de 50 structures. Donc un panel qui est représentatif, mais qui est cantonné aux budgets principaux. Pourquoi ? Parce que les budgets annexes des EPTB et des EPAGE font ressortir des activités qui sont directement issues de l'histoire des territoires et qui, là, pour le coup, deviennent assez incomparables, puisqu'on trouve dans certains budgets annexes de l'eau potable ou parfois même des bouts de GEMAPI à l'intérieur. Donc, c'est vrai qu'il va falloir développer de façon, je pense, assez profonde cette question des indicateurs, d'autant plus que, enfin, moi je le vois à travers les rapports de Cour des comptes qui commencent à se multiplier sur la question. Il y en a un qui est sorti la semaine dernière sur la question de la gouvernance, de la prévention des risques d'inondation en Île-de-France, qui est une étude assez large, qui est extrêmement poussée. Sur la question des financements, qui est assez rapidement abordée, je pense, on aurait pu, mais je pense que assez rapidement abordée aussi par manque de données. Et cette question des indicateurs, elle est stratégique. Alors c'est un travail de Romain, c'est un travail dans le détail, mais elle est stratégique. Aujourd'hui, moi je ne sais pas, la plupart des collectivités pour lesquelles on travaille, EPTB, PAGE ou communes, intercommunalités, départements, régions et des différents autres syndicats, je ne sais pas comment on adresse un plan de charge et on y affecte des ressources si on n'a pas des indicateurs d'entrée, des indicateurs d'état des lieux, des indicateurs de suivi et des indicateurs de résultats. C'est les 3 grandes natures d'indicateurs qu'il faut avoir. Forcément des indicateurs financiers, mais aussi des indicateurs de gestion. Et je pense que pour la NEB, c'est une condition de vie, de survie, face à ces contrôles qui vont se multiplier, et aussi à cette entrée dans le plan de l'eau. J'espère qu'il ira sur quelque chose d'extrêmement concret, sur des plans et des ressources. Mais il faut qu'on ait justement ces données d'entrée. Et vous savez bien que les indicateurs, il faut les définir en amont et pas pendant qu'on est dans l'itinérance de l'action et encore moins au moment de sa conclusion. J'essaye de voir, il est 18. Je pense qu'on essaiera de se nourrir d'échanges. Merci. Avant de passer à la partie livre bleu, je vous propose un temps de questions-réponses, si vous avez. J'oubliais un sujet extrêmement stratégique. GEMAPI, c'est une taxe. Aujourd'hui, les taxes, qui est le cœur quand même de l'autonomie financière des collectivités, est massivement remise en question, puisque l'État substitue un certain nombre de taxes à de la TVA, donc en fait à de l'impôt national, qui d'ailleurs est un vrai sujet de démocratie.
La GEMAPI est encore assez puissante sur cette question-là, hein. Elle est passée de 6 millions à quasiment 300 millions en quelques années. Et surtout, elle a un intérêt puisqu'elle touche l'habitant comme l'acteur économique. C'est encore une des rares taxes qui est aussi diffuse et qui peut être pilotée, en particulier au niveau d'un bassin, avec des questions qui se posent cependant sur la localisation des bases et des habitants. Mais il y a aussi, et je finis très rapidement, une question qu'on sent qui est présente, la question de la refonte du système fiscal local français. On a des interventions de la DGCF, on a eu un rapport de la Cour des comptes très récemment qui fait la conclusion d'un système à bout de souffle et d'une complexité assez quantique. Donc voilà, et il y a aussi cette réflexion que j'oubliais parce que c'était forcément le sujet le plus important, et donc il m'est passé à travers l'esprit. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Donc on est au début des réflexions, hein, quoi. On a déjà un certain nombre de travaux, mais encore beaucoup de choses à venir. Oui, Jean-François Marie, président de l'EPTB Haut-et-Vilaine. Je reviens sur la question du financement en fait du grand cycle de l'eau. Nous sommes tous d'accord pour parler de l'eau bien commun. Eh bien, en quoi l'amélioration de la qualité des masses d'eau aujourd'hui est financée aussi par un bien commun juste et équitable, et j'allais dire au niveau national, puisque aujourd'hui vous avez évoqué la taxe GEMAPI qui est bien incomplète, etc., qui mérite d'être amendée, mais qui est injuste, puisque derrière les EPTB en particulier, il faut dire qu'il y a les EPCI. Les EPCI sont impactés massivement par la crise énergétique. Il y a des EPCI ruraux qui sont avec des capacités d'épargne brute qui vont passer dans le négatif et qui auront des difficultés majeures à financer par, y compris la taxe GEMAPI, en la levant, y compris peut-être en arrêtant à 40 € par habitant, mais c'est carrément injuste puisque derrière, nous devrions avoir un système de taux basé sur une assiette fiscale pour tout le territoire, et ce qui serait beaucoup plus juste, et c'est à l'État ensuite d'organiser la répartition des moyens pour à les allouer pour tout simplement financer ce dont on a besoin sur les territoires ici ou là. Sinon, on ira vers des choses qui seront extrêmement compliquées, voire en incapacité de certains EPCI à faire face. Alors, je vous réponds, mais je vous dis déjà ce que je vais faire. Je vais renvoyer la balle vers Monsieur Baraquet sur cette question-là. Pourquoi? Parce que, en fin de compte, les finances sont un moyen et ne sont que la conséquence des décisions prises, notamment sur la question de la gouvernance. Parce que cette question de la fixation des bassins, la carte de la NEB est une carte qui n'est pas issue des données hydrographiques. Elle est issue de la constitution d'organisations politiques. Et donc après, les instances font leur travail et fixent des niveaux de GEMAPI. Mais c'est pour ça que je renvoie la question vers... J'espère que M. Baraquet ne m'en veut pas. Non, pas du tout. Et M. Legnaud, mais je crois que la question est là, quoi. Oui, écoutez, moi j'entends bien ce qui est dit. Hein. Vous savez, personnellement, j'étais partisan surtout pas de supprimer la taxe d'habitation. Déjà. Donc, en fait, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années, c'est une tendance. Pour ça, quand je parlais tout à l'heure de l'État qui n'est pas bienveillant, c'est qu'en fait, toutes les taxes qui disparaissent sont les taxes locales. Et tout se retrouve concentré à Bercy. Et alors, vous pouvez dire, d'un côté, c'est une garantie pour une égalité au niveau de l'ensemble du territoire. Mais d'un autre côté, ça prive les acteurs locaux de possibilités de décision et d'action politique qui les concernent et dont ils ont la maîtrise, si vous voulez. Donc, moi je ne sais pas, mais je trouve que la GEMAPI, c'est bien. Par contre, nous, dans les indicateurs, on a mis carrément, on propose qu'il y ait des indicateurs sur le degré d'autonomie financière des EPB. Et notamment, qu'est-ce qu'ils pourront gagner éventuellement comme autonomie financière en organisant des PEC. Moi, j'aimerais bien savoir si les PEC changent vraiment quelque chose ou pas. Donc là, on va avoir à faire des indicateurs de suivi des PEC, s'il y en a qui se développent, hein, parce que c'est même pas sûr. Si le texte reste trop flou, etc.,
Bon, il y en a qui en ont déjà fait, mais je vois par exemple Seine-Grand Lac, je les ai rencontrés par hasard il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit on avait envisagé de le faire, finalement on ne le fait pas parce que ça ne nous apporte rien. Alors c'est vrai qu'eux, ils ont déjà une redevance pour service rendu, puisqu'ils lâchent de l'eau en été pour qu'il y ait de l'eau à Paris dans la Seine, mais donc ils n'ont peut-être pas besoin d'un PEC vu ce qu'ils ont fait. Donc il y a une réflexion à conduire sur le degré d'autonomie financière des EPB. Moi pour moi c'est ça. Hein. Si je peux compléter un petit peu, moi je vois deux questions là derrière. La première, c'est quelle est la bonne échelle de solidarité financière pour chaque type d'intervention, hein, puisque au niveau de la qualité de l'eau et de la quantité, c'est au niveau des districts que la solidarité financière existe. Et alors que dans la loi de 64 et dans les concepteurs des agences de l'eau, il était prévu que le côté inondation soit également inclus dans le périmètre financier des agences de l'eau. Hein, ça n'a pas été le cas. Donc il y a d'autres systèmes financiers qui se sont mis en place parallèles, je dirais. Et jusqu'à aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Et hormis cette question, en plus de cette question de bonne échelle de solidarité financière, il y a toujours cette question de financement par les usagers ou financement par l'impôt, hein, qui sont des logiques différentes. Et donc, sur ces deux axes-là, je pense qu'il y a des vraies questions et ça serait intéressant. Je ne sais pas si dans le cadre du plan la planification écologique, ce type de question va être abordé sous cet angle-là. Mais je pense qu'il y a un besoin de remise à plat des principes qui, depuis 1964, ont beaucoup évolué. Merci. Ces questions de fiscalité avaient déjà un petit peu été travaillées dans le cadre du groupe Finance à la NEB. Ont été aussi rediscutées dans le cadre de la loi 3DS, dans laquelle il y a eu un amendement sur la mise en place d'une expérimentation sur la taxe EPTB pour la prévention des inondations, donc avec sans doute de débats en interne qui, je pense, vont devoir se poursuivre dans les mois à venir. Voilà. Je vais quand même rajouter une petite couche. Quand on dit l'eau est un bien commun, pour moi, c'est très clair. En économie institutionnelle, ça renvoie au fait que des usagers de la ressource qui sont différents et qui ne font pas la même chose avec cette ressource se retrouvent en situation de rivalité et doivent coopérer pour trouver une solution équitable mais durable. D'accord ? Parmi les usagers des ressources en eau, alors ça renvoie d'ailleurs indirectement à la question de monsieur, parce que quand vous avez un EPB où il n'y a que des communes rurales, il est pauvre et il ne peut pas faire grand-chose. Pour ça, la plupart des EPB, ils ont intérêt à avoir une ville ou des villes plus ou moins grandes dans leur territoire, parce qu'à ce moment-là, ils peuvent avoir beaucoup plus de moyens, même avec une taxe GEMAPI plus faible, etc. Bon. Mais après, ça pose un autre problème. Le problème qui est posé, c'est... Vous avez vu comment les sénateurs, par exemple, ont attaqué le gouvernement en disant « Vous nous prenez notre fric aux agences de l'eau, parce que c'est nous qui avons payé. C'est nos citoyens qui ont payé les redevances. Et du coup, vous ne nous rendez plus l'argent parce que vous vous occupez du milieu aquatique. » Quand ils disent ça, ou bien ils n'ont aucune mémoire, ou bien ils trichent avec la réalité. Puisqu'en réalité, on n'a pas créé les agences de l'eau au départ pour financer les services publics d'eau et d'assainissement, mais bel et bien pour s'occuper de l'amélioration de la ressource. C'est parce que les élus locaux, dans les années 60-70, ont refusé de payer les redevances qu'on les a répercutées dans les factures d'eau. Mais à partir de là, les factures d'eau, c'est du service rendu. Donc la question qui se pose, c'est si on décidait aujourd'hui que les collectivités locales, en tant qu'usagers de la ressource, en tant que préleveurs initiaux et pollueurs finaux, devraient payer les redevances. Ça a failli se faire d'ailleurs dans la LEMA, mais finalement, c'est les députés qui n'ont pas voulu. Bon. Si on décidait ça, après, la collectivité, une fois qu'elle a payé sa redevance, elle choisit. Elle répercute ce qu'elle a payé, soit sur les factures d'eau, parce que ce qu'elle a payé et l'argent qu'elle va recevoir en échange comme aide correspond à une amélioration des services, ok. Mais si ce n'est pas le cas, et notamment si l'agence de l'eau, pour des raisons qui pourraient être amenées à changer d'ailleurs, va donner de l'argent pour lutter contre les inondations, moi je suis désolé, mais les usagers du service public de l'eau et de l'assainissement, ils n'achètent pas la pluie. Hein. Donc l'inondation, ça ne peut pas être financé par la facture d'eau.
C'est bien pour ça d'ailleurs que les agences de l'eau n'interviennent que très peu sur les inondations. Donc ça veut dire dans ce cas-là, il faut répercuter et augmenter la GEMAPI. On est d'accord. En fait, les collectivités locales, elles ont que, ou les EPCI, ils n'ont que 2 outils. La facture d'eau ou les impôts locaux. Et le problème, c'est de réfléchir comment politiquement on arbitre en répartissant ce qu'on a payé, ce qu'on doit payer, entre les deux. Voilà. C'est sur ça qu'on conduit notre réflexion. Et je vous signale, la tierce solution, je l'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, si vous traversez la frontière, vous allez en Rhénanie du Nord ou aux Pays-Bas, et on a créé des institutions spécifiques pour la gestion de l'eau en commun, et c'est à ces institutions que les usagers de l'eau payent des redevances directement. Et des redevances qui ne sont pas calculées sur le volume d'eau qu'ils ont acheté, d'eau potable, qui sont calculées sur le service qui leur est rendu par le PB. Alors par exemple, aux Pays-Bas, toutes les stations d'épuration sont gérées par des waterings et pas par des collectivités locales. Et elles sont financées dans le cadre des taxes que les citoyens payent au waterings, c'est-à-dire une taxe sur la base d'une famille de 2,5 personnes, quelle que soit la taille, ce qui permet d'aider mieux les familles nombreuses, sauf les célibataires qui payent que pour 1. Voilà. C'est une forme de paiement en bien commun, en fait, parce que ce n'est pas un paiement à caractère commercial comme payer une facture d'eau au volume. Voilà. Bon, même chose en Rhénanie du Nord, même chose. Il y en a 11 agences de bassin comme ça. Donc c'est pour ça qu'un jour, il faudra qu'on fasse aussi des échanges avec eux pour voir comment on pourrait, nous, bénéficier de leur expérience de gestion en commun aux échelles territoriales de bassin avec les financements correspondants. Voilà. Un projet en perspective de voyage. Voilà, on a 2 fois 2 heures pour le plan eau. Merci beaucoup pour ces interventions, mais qui sont, comme on l'a dit, le début de prochaines à venir. Je vous propose de terminer cette conférence par la présentation du livre bleu par M. Forel et M. Molossi. Bien, donc il nous revient de reconstituer notre duo pour tenter de vous présenter le livre bleu. Alors le livre bleu, peut-être rapidement pour rappeler un petit peu son histoire, c'est pour l'ANEB un moment important puisque finalement, il résulte d'un certain nombre d'années de travaux, de discussions. On en a d'ailleurs eu à l'instant même un aperçu sur un certain nombre de sujets autour d'indicateurs, autour des questions de l'autonomie, autour des questions de la fiscalité, des recettes et de nos budgets. Et c'est la première fois que, de l'histoire, en tout cas à la fois de la FEPTB, qui précédait l'ANEB et de l'ANEB, que finalement nous mettons l'entièreté de nos réflexions dans un même ouvrage en essayant de leur donner évidemment une cohérence et ce livre se veut finalement dans une période, alors on n'avait pas évidemment envisagé que l'été 2022 serait à ce point caricatural du changement climatique et des tensions qui chaque jour de plus en plus s'expriment en matière de préservation à la fois de la quantité et de la qualité de la ressource, des conflits d'usage et de toute une série d'autres sujets. Mais j'allais dire finalement la météo d'une certaine manière nous aide à avoir ce sujet-là visiblement sur le devant de l'actualité. Et tout à l'heure, nous évoquions dans un autre temps de nos travaux le projet eau porté par le ministère de la Transition écologique. Et donc, ça tombe finalement assez bien que ce livre bleu soit une pierre au débat sur la question des enjeux de l'eau et du grand cycle de l'eau. Une fois dit cela, rappeler comme une évidence pour celles et ceux qui travaillent sur ces sujets, mais et encore en disant cela,
je ne suis peut-être pas totalement juste, mais en tout cas, il nous semble nécessaire, important, de réaffirmer les deux fondements, j'allais dire, sur lesquels ce livre bleu a été constitué, au-delà des expériences de chacune et de chacun d'entre nous et de nos réflexions. C'est l'absolue nécessité de rappeler, la pédagogie étant l'art de la répétition, nous dit-on, que selon nous, le premier des fondements sur lequel se bâtit ce livre bleu, c'est l'organisation par bassin versant. Alors je sais que nous n'avons de cesse de rappeler notamment la loi de 64. On a de cesse de nous rappeler ici ou là que pour un certain nombre d'acteurs du grand cycle de l'eau, le sujet ne semble pas aussi prégnant qu'il l'est pour nous. Mais nous constatons jour après jour que parfois cette notion de bassin versant se trouve grignotée, morcelée, et que, craignant qu'un jour elle ne finisse par disparaître au détriment d'intérêts purement locaux, eh bien, il nous semble important, comme un leitmotiv, de rappeler combien cet élément est pour nous un élément fondamental auquel nous tenons beaucoup. Là, ça a été dit, hein, les lois, de ce point de vue-là, de 64 et de 92, constituent d'ailleurs un marqueur extrêmement important du point de vue justement de cette échelle qui nous semble encore une fois devoir être maintenue, confortée. Et puis le deuxième fondement, l'eau comme bien commun. Alors l'autre jour, une juriste à l'occasion d'une manifestation organisée par le Cercle français de l'eau disait non, on ne dit pas bien parce qu'il y a là une notion d'appartenance, il faut dire patrimoine commun. Nous avons choisi, retenu bien commun. Vous aurez compris qu'au-delà de ces digressions juridiques, il y a là une notion d'intérêt général qui surplombe tout le reste et que cette ressource est une ressource qui doit bien évidemment conserver un statut particulier tant elle constitue au fond, ce qui nous permet tout bêtement aujourd'hui de continuer à vivre sur cette terre. Hein. C'est de cela dont il s'agit, ni plus ni moins. Et donc, voilà à la fois l'objet du livre bleu, enfin son histoire, la volonté qui a été la nôtre, encore une fois, de poser tout ça dans un souci à la fois de cohérence, de faire un certain nombre de propositions. Il y en a en l'occurrence 15, et je vous propose, si vous le voulez bien, d'y revenir rapidement avant que Bruno n'entre peut-être davantage dans le détail. Donc comme ça apparaît sur la slide là, elles ont, ces propositions, vocation à poser, j'allais dire, trois éléments en plus des fondamentaux que j'évoquais à l'instant. S'assurer, et ce sur l'ensemble du territoire, qu'il y a aujourd'hui, qu'il y ait demain des stratégies co-construites à l'échelle des bassins versants, autrement dit des bassins hydrographiques. C'est pour nous extrêmement important parce que dès lors que l'on pose la question du bassin, du bien commun, on voit bien que si on veut aller vers des projets partagés, il faut absolument que des stratégies de co-construction s'établissent partout à l'échelle du territoire. Le troisième élément, c'est faciliter, et Dieu sait que nous en avons parfois besoin, que les choses soient facilitées plutôt que contraintes. C'est une action publique concrète, renforcée, optimisée par une meilleure planification et coordination. C'est d'autant plus important de rappeler planification et coordination que, vous le voyez bien, ça renvoie à la fois à des éléments de modalité de gouvernance, mais aussi d'échelle de gouvernance. Elle contribue à nos yeux aussi à inscrire la question de la politique de l'eau dans un débat qui est aussi celui de l'aménagement du territoire dans l'ensemble de son acception. Et enfin, dernier point, le troisième, assurer, ça a été évoqué il y a de ça quelques minutes, un financement suffisant
solidaire, pérenne, pour traduire réellement en actes des ambitions collectives. Ça a été dit par M. Barraquet, mais si on s'arrête, et je ne serai pas très long sur le sujet, mais enfin, si on s'arrête un instant sur la question de la GEMAPI, pour avoir eu à présider aux destinées d'un établissement un peu particulier, puisque constitué de 16 départements, pour l'essentiel d'ailleurs ruraux, mais avec une zone particulière unique en France, la métropole francilienne et sa zone dense. Et quand, par exemple, nous évoquons la GEMAPI, quand vous savez qu'aujourd'hui, elle est d'un montant, je crois, de 60 centimes d'euros à l'échelle de la métropole, mais qu'on la trouve, par exemple, à 15 euros à l'échelle de Trois-Champagnes Métropole, qui se trouve confrontée à des besoins d'investissement massifs, ne serait-ce que pour remettre, après des années, j'allais dire, d'un relatif abandon, son domaine d'endiguement en situation de fonctionner, et qu'elle est à 27 millions d'investissements, on voit bien que la question de la GEMAPI ne réglera pas tout si, comme c'est le cas aujourd'hui, elle demeure uniquement comme un outil de recette à l'échelle des EPCI. Il y a à un moment, comme dans d'autres domaines, et je finis là-dessus, vraisemblablement à réfléchir, parce que dans d'autres domaines on appelle une forme de péréquation, en tout cas de solidarité, amont-aval, rural-urbain, de toute évidence. Voilà, je m'arrêterai là et je passe, pour rentrer dans le détail, si j'ose dire, des 15 propositions, la parole au président nouvellement élu, Bruno Forel. Merci Frédéric, j'ai 5 minutes pour faire le détail. Alors je ne vais pas faire le détail, comme ça au moins les choses sont un peu simples, mais revenir sur quelques points qui fondent un peu tout l'esprit et toutes les propositions qui sont réunies dans ce livre bleu. Donc on l'a compris, un livre bleu qui ne propose pas une révolution de la politique et de la manière dont les choses se déroulent, mais au contraire, un renforcement, une prise de conscience de l'état d'urgence dans lequel on se trouve et donc dans la nécessité d'agir. Et là, une des choses importantes, c'est de réaffirmer l'importance de la gestion hydrographique et notamment de prendre en compte la totalité du territoire national. Je pense que ça, c'est un véritable sujet. Les endroits où, sur les territoires, nos collègues élus, les citoyens ont pris conscience des difficultés qu'ils avaient vis-à-vis de l'eau, ils se sont généralement organisés. Surtout quand ces difficultés étaient un manque d'eau, étaient une eau trop présente, etc. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, il prend la dimension de l'entièreté du territoire. Et qu'il faut donc que là où c'est peut-être moins visible, moins directement lisible, il faut tout de même que cette question soit gérée. Donc pour nous, c'est assez important qu'on monte à ce niveau. Ça fait écho aussi à des questions de solidarité financière de la même manière. Donc c'est très très important. Ensuite, on le voit, chaque fois, on l'a vu dans les Deux-Sèvres, on le voit à chaque fois qu'il y a des opérations, on en discutait tout à l'heure avec Bernard, la difficulté de faire comprendre la nécessité d'agir, de monter des infrastructures pour travailler sur les questions de ruissellement, pour travailler sur les questions d'inondation, pour travailler sur les questions de conservation de la ressource. Il faut absolument que ces clés, ces comités locaux de l'eau, qui sont le lieu où on peut mettre tous les acteurs ensemble, les forcer leur permettre, c'est plus juste, leur permettre de débattre et leur permettre d'aller vers les consensus qui vont permettre d'avancer sur la question locale. Moi, je le répète souvent, il me semble que c'est bien dans cette capacité que nous avons à résoudre les tensions entre le local et le global que la question de l'eau se situe. Et les acteurs, les utilisateurs, les gens qui mettent aussi l'eau au cœur d'autres préoccupations, notamment les environnementaux, tous ces gens-là doivent se retrouver ensemble pour construire ensemble la stratégie de réponse à la situation qu'on a. Et ça se passe où? Ça se passe dans les comités locaux de l'eau. Je pense, vous savez, la Clusa, c'est juste à côté de chez moi. Hein. Et j'écoutais il n'y a pas longtemps un interview d'un intervenant. Il dit, mais c'est pas normal, il n'y a pas de démocratie dans cette affaire. D'accord? Ben si, il y en a une, elle est possible. La commission locale de l'eau peut aborder tous ces sujets et peut permettre à chacun de s'exprimer. Et c'est là qu'il faut vraiment que ça se passe. Donc il faut qu'il y ait des commissions, des commissions locales de l'eau, des clés sur l'ensemble du territoire national. C'est absolument fondamental. Et j'ajoute, et c'est
pas toujours complètement partagé par tous, mais je pense qu'on y viendra. J'ajoute que derrière une clé, il faut à un moment donné qu'il y ait évidemment un établissement d'action qui soit capable d'agir, et les établissements publics de bassin doivent et peuvent remplir ce rôle. Donc il nous faudra cette couverture. Le financement, je ne sais pas s'il y a lieu de s'étendre beaucoup là-dessus, mais il y a deux choses qui font... Enfin, une chose que je voudrais rappeler, c'est que le financement, c'est l'action proprement dit, sur le terrain, construire une digue, faire un bassin de rétention, etc., etc. Mais il y a une dimension planificatrice qu'il faut soutenir. On ne peut pas décider de faire de la politique liée à l'eau, à la gestion des masses d'eau, à la gestion des cours d'eau, en ne faisant que de l'ingénierie de construction. Il faut de l'ingénierie d'organisation, il faut de l'ingénierie de planification, il faut des études préalables, il faut comprendre, il faut récolter de la donnée environnementale, hydrographique, etc., etc. Tout ça ne peut pas se faire simplement. Et ça ne peut pas être... Parce que comme tous les travaux qui ne sont pas directement lisibles, ils sont plus difficiles à financer par des gens dont le statut est directement lié à la lisibilité par le citoyen de son action. Là, je parle des élus. Je sais un petit peu de quoi je parle. Donc, je sais qu'il est compliqué pour les élus d'investir sur des sujets qui sont des sujets de long terme, des sujets profonds, des sujets qui sont peu lisibles ou peu compréhensibles par les citoyens. Et pour ça, il faut donc trouver des solutions de financement qui pérennisent et qui rendent indépendante la capacité à travailler en continu et en continuité sur la planification, et nous essayons de défendre ce sujet. Voilà, me semble-t-il, l'essentiel des choses qui sont à résumer. Et puis je dirais aussi que ce livre bleu essaie de pousser une idée fondamentale, toujours cette tension entre le global et le local. L'eau doit aujourd'hui être l'une des portes d'entrée fortes de la planification. Et nous avons un vrai travail à faire institutionnel pour faire en sorte que les travaux de planification, les clés et les EPTB produisant des documents comme les SAGE qui institutionnellement ont des rôles à jouer, il faut que l'ensemble de la chaîne des acteurs prenne conscience de l'importance de ces documents, de ces établissements, pour que dans les PLU, les PLUI, dans les SRADET, dans les SCOT, toutes ces choses qui nous permettent de planifier l'aménagement du territoire, et bien que tout ça puisse se relier. Et j'ajouterai aussi le lien ô combien fondamental aujourd'hui avec les questions de l'eau pluviale et la distribution de l'eau potable, petit cycle de l'eau, qui n'est que la partie dont nous profitons. Voilà, grosso modo, tout ce que le livre bleu ambitionne de défendre. Et je remercie encore tous ceux qui ont participé à sa rédaction, et ça a été un gros boulot. Tous ceux qui ont travaillé là-dessus, qui ont pris la plume, ceux qui ont travaillé les équipes pour que tout ça fonctionne. Et aujourd'hui, on a un livre, il nous appartient de le défendre dans nos territoires au plus, chaque fois qu'on peut, pour pousser cette cause ô combien importante. Merci beaucoup. C'est la fin de cette conférence. On vous remercie tous en présentiel et aussi en visioconférence pour ceux qui nous suivent en visioconférence. Il y avait... Alors, c'était presque fini. Alors juste non, c'est vrai que je rebondis sur ce que disait Bernard tout à l'heure. L'ambassade des Pays-Bas a organisé lundi soir un débat entre Pays-Bas et France sur la gestion de l'eau et les défis justement à venir par rapport au changement climatique. Et donc je tenais à préciser que la personne qui était invitée de l'IGEDD, Monsieur Geoffroy Caude, a parlé justement du livre bleu, donc a présenté le livre bleu de la NEB. Donc c'est une porte d'entrée directe pour aller voir les Pays-Bas, messieurs, dames. Voilà, vous avez, je pense, une invitation. Merci beaucoup. En tout cas, si on était des Hollandais ou des Rhénans du Nord, toutes les stations d'épuration et tous les barrages réservoirs multifonctions seraient gérés par un EPB. Oui, il faut déménager. Je vous invite à aller au buffet qui est juste derrière. Merci beaucoup. Et pour les intervenants, juste de rester pour faire une petite photo.